La visite officielle du Premier ministre Justin Trudeau et sa famille en Inde. C'était il y a 3 ans. Une visite qui avait fait jaser à l'époque. Le Premier ministre Trudeau a dû défendre aujourd'hui la pertinence de sa tournée d'une semaine en Inde. Pour plusieurs raisons, entre autres les costumes traditionnels. Mais le Premier ministre voulait aussi faire passer un message économique. Dans un cadre plus sobre, il s'est adressé à des gens d'affaires, comme ici à Mumbai. I'm just very hopeful that more and more Indian investors, companies and employers look at the opportunity that Canada provides. Justin Trudeau parle notamment d'éducation. Il souhaite voir augmenter le nombre d'étudiants indiens au Canada. Hopefully later this year, India will be number one, and that means... Dans la salle, des gens d'affaires écoutent, dont cette femme, Carole Mastantuono. Elle et d'autres vont saisir cette opportunité d'exploiter un marché très lucratif, l'éducation collégiale privée, en utilisant des pratiques jugées douteuses par le gouvernement du Québec. More than that. Le recrutement des étudiants étrangers est devenu un enjeu important au Québec ces dernières années. En 2020, il y avait près de 65 000 étudiants internationaux inscrits dans des universités, des cégeps et des collèges privés. Un nombre qui augmentait chaque année jusqu'à l'arrivée de la pandémie. Depuis longtemps, beaucoup viennent de France, de Chine et du Maroc. Mais un détail nous surprend. Depuis 3 ans, on constate au Québec une explosion du nombre de permis d'études délivrés à des Indiens. Il y a désormais plus de permis d'études délivrés à des Indiens qu'à des Français ou des Chinois. La grande majorité des étudiants indiens présents au Québec ne sont pas dans les établissements publics comme les universités, mais dans des collèges privés. Ils suivent une formation d'environ 2 ans, donnée en anglais, contre environ 25 000 $. Une formation qui mène par exemple à une attestation d'études collégiales. De notre côté, nous avons vraiment vu ce phénomène depuis, je dirais, 4 à 5 années. Je vous dirais que c'est vraiment passé du tout au tout. Claude Marchand est propriétaire notamment du Collège La Salle à Montréal. Il confirme cette tendance. Donc, il y a 5 ou 6 ans, il n'y avait presque aucun étudiant indien qui fréquentait Collège La Salle Montréal. Et vraiment, depuis quelques années, il y a un engouement certain. Mais pourquoi ces étudiants indiens choisissent-ils le Québec, une province francophone, alors que cette communauté, plutôt anglophone, est déjà très présente en Ontario et en Colombie-Britannique? Nous avons appris que plusieurs étudiants ne résident pas au Québec. José Manuel Penelas a été enseignant durant 25 ans. Il a mis fin à sa carrière après avoir travaillé dans 2 établissements qui recrutent des centaines d'étudiants en Inde. À son grand étonnement, des cours se donnaient les vendredis, samedis et dimanches pour accommoder des étudiants qui vivent et travaillent en Ontario. Je pense, bien entendu, qu'il devait certainement travailler d'une certaine façon du lundi au jeudi. Et on m'avait clairement dit que les étudiants commençaient, si on veut, à quitter l'Ontario pour s'en venir au Québec le jeudi soir, donc faire la route à partir de Toronto. L'un des directeurs de ces collèges privés, qui a souhaité conserver son anonymat, car il n'a pas l'autorisation de ses patrons pour nous parler, va dans le même sens. Ils vont travailler comme camionneurs ou ils vont travailler au noir dans des petites entreprises. Et ils vont venir étudier la fin de semaine. Et on leur offre un horaire qui les accommode dans ce sens-là. Dans cette vidéo, un recruteur indien qui a des ententes avec des collèges au Québec fait même la promotion de ses avantages. Si ces étudiants indiens font le choix du Québec, c'est en fait pour une raison bien précise. Ces collèges leur offrent une porte d'entrée vers l'immigration. La province de Québec est la seule au pays où on peut obtenir ce permis de travail post-diplôme après avoir étudié 900 heures dans un collège privé non subventionné. Donc, évidemment, ici, il y a une offre. Donc, certains entrepreneurs ont réussi à exploiter d'une certaine façon. On cherche à attirer justement ces personnes-là qui peut-être voudraient davantage immigrer qu'étudier? Tout à fait. Ça fait partie des joueurs qui ont pris le marché des collèges privés ces dernières années à Montréal. Qui sont ces entrepreneurs? Pendant plusieurs mois, avec notre collègue à la recherche, nous avons enquêté sur ce marché en forte croissance. On a découvert que la majorité des étudiants indiens se retrouvent dans une poignée d'établissements dont ils sont devenus la principale, voire la seule clientèle. On a aussi constaté
que plusieurs dirigeants ont travaillé pour la commission scolaire anglophone Lester B. Pearson il y a plusieurs années. Il y a notamment l'homme d'affaires Nevin Colan, qui recrutait entre 2012 et 2016 des étudiants étrangers pour le département international de cette commission scolaire qui était dirigée par cette femme, Carol Mastan-Tuono. Ils sont devenus très actifs dans ce réseau des collèges privés non subventionnés en mettant la main sur plusieurs collèges et en signant des ententes de recrutement avec des cégeps. Carol Mastan-Tuono a par exemple ouvert le collège M du Canada et a fondé la firme du recrutement Rising Phoenix International avec ses 2 enfants. Nevin Colan a quant à lui créé le collège Matrix à Montréal. Nevin Colan et Carol Mastan-Tuono ont pu développer leurs affaires et recruter des milliers d'étudiants indiens tout en étant dans la mire de l'UPAC. Dès 2016, des enquêtes sont ouvertes et ils sont alors soupçonnés d'avoir mis en place un stratagème frauduleux au sein de la commission scolaire Lester B. Pearson qui a par la suite mis fin à leur contrat. Début 2018, Carol Mastan-Tuono était présente en Inde lors de la visite officielle du Premier ministre Justin Trudeau. C'est à partir de ce moment-là que le nombre d'étudiants indiens au Québec a connu une hausse spectaculaire. À ses côtés, l'un de ses associés à l'époque, Gurinder Bhatti. C'est le recruteur indien qu'on a vu plus tôt. Par courriel, il nous a fait savoir qu'il a rompu ses liens avec la firme de Carol Mastan-Tuono quelques mois après leur entente, en raison, nous a-t-il dit, d'une incompatibilité dans les méthodes de fonctionnement. Gurinder Bhatti est maintenant le président d'un collège présent à Montréal et à Québec. Il y a quelques semaines, l'UPAC a arrêté Carol Mastan-Tuono et Nevin Colan. Ils sont accusés de fraude pour des gestes posés au sein de la commission scolaire Lester B. Pearson. Des faux documents auraient été utilisés par certains individus qui œuvraient au sein d'une commission scolaire pour favoriser ou accélérer de façon illégale le traitement et l'obtention de permis pour des étudiants étrangers. Leur procès est à venir. Ils ont refusé de commenter pour ce reportage. D'une manière générale, le secteur privé a visiblement flairé une bonne affaire. De nouveaux collèges sont apparus dans le marché de l'éducation. Près de 50 collèges privés non subventionnés ont maintenant pignon sur rue au Québec, contre 28 en 2015. De nouvelles firmes de recrutement ont aussi vu le jour. Elles exigent une commission qui peut aller jusqu'à 50% des droits de scolarité. C'est le jeu des agences de recrutement de constamment demander plus. C'est leur modèle d'affaires. Si 30% de cette somme est remise à l'agent, combien reste-t-il pour réinvestir dans l'expérience éducative réelle? Clairement, c'est un business lucratif. Donc on cherche à couper les frais et à faire le plus d'argent possible. Et ça vient se répercuter ici dans l'éducation. Cette course au profit, au détriment de la qualité de l'enseignement, a d'ailleurs été déplorée par de multiples sources. On parle par exemple de professeurs peu qualifiés, d'un manque d'investissement dans le matériel ou encore d'un nombre toujours plus important d'Indiens dans les classes. D'autres éléments troublants nous ont aussi été rapportés, comme le paiement en avance des frais de scolarité, ce qui est interdit au Québec, ou encore le dépôt en liquide de milliers de dollars. C'est très préoccupant. On a eu aussi des plaintes d'étudiants étrangers, alors on tient compte de ça aussi. Et on veut faire la lumière sur tout le dossier. Nous avons interrogé la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann. Son gouvernement a décidé de lancer des enquêtes contre une dizaine d'établissements. Il y a des questions de qualité d'enseignement, il y a des questions de disponibilité de l'enseignement, de la manière dont ces étudiants sont recrutés. Effectivement, ça sent pas bon. Il y a différentes options que nous avons. Ça peut aller même jusqu'à la révocation d'un permis si on voit qu'un collège n'est pas conforme à ses obligations. Ça peut même aller jusqu'à une revision de la loi sur l'enseignement privé. Le rapport de ces enquêtes est attendu au plus tard, au début du printemps. Différentes mesures pourraient ensuite voir le jour d'ici la prochaine rentrée scolaire. Récemment, on a appris que Carol Mastan-Tuono et Nevin Colan se sont retirés de la gestion des collèges et des entreprises qu'ils dirigeaient. Ces institutions nous ont fait valoir qu'elles respectent les règles, qu'elles prennent la situation très au sérieux et qu'elles sont prêtes à collaborer avec le gouvernement du Québec. Lors de son célèbre voyage, Justin Trudeau a bien vendu en Inde l'immigration au Canada. Après la pause, le problème, c'est que des passeurs ont flairé la bonne affaire. On est en octobre 2015.
Un avion arrive d'Inde avec à son bord un homme de 28 ans et sa conjointe. Devant les douaniers, il présente un faux passeport et demande immédiatement l'asile. Un agent frontalier nous raconte au téléphone ce qu'il s'est passé. Il nous a dit que sa vie était en danger en Inde, mais il n'avait pas de document qui permettait d'établir formellement son identité. Dans ces cas-là, la loi nous permet d'arrêter et de détenir un individu pour déterminer son identité. Cet homme s'appelle Pintu Patel. Il est immédiatement placé en détention provisoire, le temps pour les agents d'immigration de pouvoir l'identifier. Des agents fouillent ses 2 téléphones. Ils y trouvent alors des choses surprenantes. Au total, plus de 150 photos de passeport, des photos de documents de voyage et aussi des visas. À partir de ce moment-là, on a eu des doutes sur M. Patel et on l'a référé aux enquêtes criminelles. On pense alors qu'on est face à un passeur, une personne qui, en fait, facilite le passage d'autres personnes. Pintu Patel plaide coupable à 2 infractions à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour avoir organisé l'entrée illégalement au Canada de citoyens indiens. Il est finalement condamné en 2018 à 6 ans de prison et dans son jugement, le juge indique qu'il a fait partie d'une organisation criminelle, sophistiquée et spécialisée dans la production de documents de voyage. Un réseau qui visiblement a su profiter de l'attrait du Canada pour organiser l'arrivée au Québec de nombreux Indiens qui viennent y demander l'asile. Depuis quelques années, le nombre de demandes d'asile est en forte hausse au Canada. On en comptait plus de 60 000 en 2019 et la moitié d'entre elles sont faites au Québec. En 2017 et 2018, des milliers de familles haïtiennes et nigérianes sont arrivées par le chemin Roxham en quête d'une meilleure vie au Canada. Mais depuis peu, une nouvelle tendance a vu le jour. On est passé, au Québec, de 300 à 5 000 demandeurs d'asile provenant d'Inde en 4 ans. Une hausse qui a propulsé l'Inde en tête du classement des demandeurs d'asile par pays de naissance. Nous avons cherché à connaître l'intérêt de ces familles, les raisons de leur arrivée au Canada et les conditions qui les ont poussées à quitter l'Inde. Pour mieux comprendre, nous avons discuté avec une prof de français en Inde. Évidemment, la visite de M. Trudeau, finalement, ça a souligné un tout petit peu toute cette politique canadienne et québécoise d'accueil. L'année d'avant, il y a eu au moins 3 fois des pubs, même dans des journaux, des quotidiens dans la langue régionale pour l'immigration au Canada. Donc oui, on en parle facilement et tout le monde sait que c'est plus accueillant dans cette partie du monde qu'ailleurs peut-être. Cet intérêt pour le Canada a cependant son lot de conséquences. Durant nos recherches, nous avons appris des choses troublantes. Ce qu'on se fait dire dans Parc Extension en général, c'est que les familles payent peut-être entre 20 000, peut-être 50 000 à quelqu'un là-bas qui va lui obtenir le visa. Puis donc un visa visiteur, quand il arrive ici, il demande l'asile à l'aéroport généralement. Anne-Marie Bellemare est travailleuse sociale dans le quartier de Parc Extension à Montréal. Depuis plusieurs années, elle a constaté une forte augmentation du nombre de familles indiennes qui sont arrivées à Montréal en passant par des intermédiaires en Inde. Moi, pour être dans le milieu depuis plus de 20 ans, oui, il y a des réseaux qui sont organisés pour préparer les familles à venir ici. Puis oui, c'est sûr qu'on leur vend du rêve, puis ça coûte très, très cher, dépendamment des pays. Moi et quelques autres travailleurs dans la santé dans le quartier de Parc Extension, on pense qu'il y a une sorte de, je ne sais pas quel mot utiliser, une mafia ou un réseau de passeurs qui sont experts à faire venir des gens et qui souvent vont être des demandeurs d'asile. Ce médecin montréalais rencontre chaque jour de nombreuses familles indiennes. Il se questionne sur les véritables raisons qui amènent certains demandeurs d'asile au Québec. Moi, je suspecte qu'il y a beaucoup de migrants économiques qui se présentent comme des demandeurs d'asile. Ces doutes et l'existence d'un réseau de passeurs nous ont été confiés par plusieurs organismes et experts que nous avons interrogés. Nous avons aussi rencontré cet homme. Ce père de famille a quitté l'Inde et l'État du Pendjab en janvier 2019. Il ne veut pas être identifié, car sa demande d'asile est toujours en cours de traitement, mais il nous confirme avoir fait appel à un intermédiaire. Je rencontrais des difficultés en Inde. J'ai obtenu mon visa par le biais d'un agent. Je lui ai donné de l'argent, à peu près 20 000 $.
Je possédais un terrain. Je l'ai vendu afin de rassembler cette somme d'argent. Il ne veut pas nous en dire beaucoup plus sur les raisons qui l'ont poussé à quitter son pays. Sa vie aurait été en danger. Mais il reconnaît que le choix du Québec n'était pas le sien. Je ne savais rien à propos du Canada. L'agent m'avait laissé entendre que le Canada serait mieux pour nous. Sinon, je lui aurais demandé de me donner un visa pour tout autre pays dans la mesure du possible. Il m'a affirmé que ce serait plus facile de nous délivrer un visa pour le Canada. En échange de plusieurs dizaines de milliers de dollars, ces passeurs fournissent une trousse complète à leurs clients indiens. On y retrouve des billets d'avion, un visa, des contacts à Montréal, mais aussi un scénario à répéter devant les douaniers. Ces histoires seraient souvent les mêmes. C'est ce que nous confie un agent des services frontaliers. On connaît le modus operandi. Ils nous disent qu'ils ont tué accidentellement une vache, qu'ils ont été pourchassés et qu'ils ont dû quitter leur village. Il y a aussi des partisans ou des opposants d'hommes politiques. Ou encore, on nous dit que des criminels sont venus dans le village, qu'ils ont voulu que je vende la drogue, j'ai refusé et je me suis enfui. Mais une fois arrivés ici, au Québec, tout ne se passe pas comme prévu pour ces demandeurs d'asile. On a l'impression, en fait, qu'ils se sont fait un peu flouer dans le sens que les gens qui ont préparé leur voyage leur ont pas dit exactement comment ça allait se passer ici. Plusieurs nous disent qu'ils pensaient juste obtenir les papiers très facilement en quelques mois. Puis, c'est pas ça. Comme nous l'explique Anne-Marie Bellemare, ces familles sont face à un vrai parcours du combattant, surtout qu'elles ont parfois dû faire un choix déchirant. Certaines familles ont laissé 1 ou 2 enfants en Inde. C'est ce qui leur a été demandé par des intermédiaires afin d'obtenir plus facilement un visa pour le Canada. Immigration craint tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui veut venir ici comme visiteur ne reparte pas et demande l'asile ou autre chose. Mais en tout cas, moi, je suis parent. Ça serait la meilleure façon de s'assurer que je revienne. C'est de dire, vous avez vos enfants au pays. Ces familles pourraient attendre longtemps avant peut-être de pouvoir faire venir leurs enfants au Canada. Avec l'augmentation importante du nombre de dossiers ces dernières années, mais aussi l'impact de la pandémie, les délais d'attente pour ces demandeurs d'asile ont explosé. Et au moment où on se parle, c'est plus de 2 ans qu'on doit attendre pour recevoir cette convocation devant la section de protection des réfugiés pour être entendu. Alors à cela, si on ajoute les délais d'appel, les délais de contestation à la Cour fédérale, dont il peut s'écouler, dans certains cas, 3, 4 ou même 5 ans. Stéphane Enfield est un avocat spécialiste en immigration. Il nous explique que ces longs délais ont cependant un avantage pour ces demandeurs d'asile. Pendant ce temps-là, bien évidemment, les gens ont la possibilité de demander un permis de travail, renouveler ce permis de travail, envoyer de l'argent, évidemment, dans le pays d'origine. Alors, c'est sûr que pour certains, ça peut être, avantageux d'entreprendre cette procédure-là. Le taux de refus des demandes d'asile visant les Indiens ces dernières années est cependant parmi les plus élevés. Bien, la moyenne générale tourne autour de 50 %, donc 1 sur 2. Pour les dossiers indiens, ça tourne plus autour de 60 % le taux de rejet. Donc, la crédibilité est souvent mise en doute dans ces cas-là. On semble faire des liens entre des histoires similaires d'un demandeur d'asile à un autre. Ça peut expliquer dans certains cas, justement, ce taux de rejet important. Des histoires, ce traducteur, qui est lié par un devoir de confidentialité, en a entendu des centaines depuis plusieurs années. Des mensonges aussi, pour convaincre le tribunal qui délivre ce statut de réfugié, des demandeurs d'asile exagéreraient volontairement. Vous, quand vous êtes au tribunal, à la commission sur le statut de réfugié, vous savez donc que des gens mentent en fait sur leurs histoires? Oui, selon moi, oui. Des fois, oui. Pour essayer de convaincre le juge d'obtenir justement ce statut de réfugié-là? Oui, mais c'est pas leur faute. C'est pour avoir une meilleure vie. Elles n'ont pas le choix. Pour gagner votre cas, votre dossier, il faut dire ça. Pour rester ici, il faut mentir. Nous avons demandé une réaction au gouvernement de Justin Trudeau. Le cabinet du ministre de l'Immigration, Marco Mendicino, nous a envoyé cette déclaration. Le fait que quiconque demande un paiement pour les amener ou leur permettre de rester au Canada est frauduleux. Le gouvernement canadien nous a également indiqué avoir fait de la publicité, en Inde, pour alerter la population locale contre de potentielles fraudes. Dans ce journal indien, par exemple, cette pub, elle dit qu'une demande pour un visa au Canada coûte moins de 100 $. Ne gaspillez pas votre argent, écrit le gouvernement canadien. Ils sont pourtant nombreux à avoir gaspillé leur argent. Plusieurs familles menacées d'expulsion devront bientôt retourner d'où elles viennent, avec des milliers de dollars en moins dans leur poche et un rêve qui s'est finalement transformé en cauchemar. On est endetté, on a peut-être vendu nos terres, notre maison,
Puis c'était un peu la gloire, là. T'es l'heureux élu qui part au Canada, puis là, tu te fais déporter comme une vieille chaussette avec ta valise. C'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Avec la culture de beaucoup de pays, c'est extrêmement difficile.